Tu sais où il est, Jean-Marc? Oui. Bonjour. Enchanté, Madeleine. Alors, Maîtresse des lieux. oui, le micro, vous On l'a. l'avez. Le micro, on l'a. Plus vers le haut. Hop. Alors, il y a de la place encore par là. Et puis sinon, je peux aller... Sinon, je vais chercher d'autres chaises. Un, deux, ouais, il y en a deux ici. Ah ben voilà, Je Jean-Marc, peux il en a rester là. récupéré. Je peux libérer la place. J'aime bien voir les intervenants. On entend mieux. C'est vrai. En tout cas, on comprend mieux. C'est bon, ça fonctionne le son. Oui, oui, je crois. Oui, oui. Bon, vous avez prévu la petite laine. C'est peut-être pas assez grosse. Hein. Eh ben non, ça marche pas. Ça marche. Et si Ça marche. Si, ça marche. Oui, oui. Bon, eh bien, si le matériel fonctionne, nous allons pouvoir commencer. Ça fera venir Jean-Marc. Il est là. Il est là, d'accord. Eh bien, moi, je voulais vous remercier d'être encore une fois aussi nombreux. On arrive dans la dernière ligne droite de ces rencontres philosophiques et spirituelles de Montfaucon. Je rappelle que demain, nous accueillerons Thomas Lovy, qui était présent parmi nous. Je ne sais pas si ça marche bien. Vous entendez bien? Oui. C'est moi qui ne m'entends pas. Thomas Lovy, qui était parmi nous, oui, la semaine dernière, et qui viendra nous présenter Rudolf Steiner. Par ailleurs, il est peintre et sans doute qu'il nous parlera un petit peu d'art. Voilà. Je voulais aussi saluer, je sais qu'il n'aime pas et qu'il va rougir, Jean-Marc, qui se démène depuis plusieurs mois pour organiser ces rencontres, trouver les intervenants depuis presque une dizaine de séances. Je rappelle aussi, je sais qu'il n'aime pas, mais je le fais quand même, que le 11 septembre, il nous présentera sa théorie de la mécanique universelle à Yssingeaux, au restaurant associatif Le Flot. Il se trouve que j'avais préparé une pochette avec des flyers et des affiches et que j'ai tout oublié chez moi, donc vous n'aurez rien. À 18h, à 18h, oui, au restaurant donc Le Flot, qui se trouve place, je ne sais pas l'adresse, dites donc, enfin vers le cinéma La Grenette à Yssingeaux. Voilà. Je reviens juste sur les précédentes séances. Il faut vous dire aussi dans ma pochette, j'avais le topo que j'avais préparé pour la présentation. Donc j'improvise complètement. Mais je me souviens que je voulais parler de la famille Tavoyot, dont nous avons eu il y a 15 jours ou 3 semaines François, qui nous a présenté un ouvrage coécrit avec son frère sur les abeilles. Et donc aujourd'hui, dans la même famille, nous avons Pierre-Henri, qui est philosophe, qui est maître de conférences, professeur d'université, et qui, à ma connaissance, participe à plusieurs instances nationales dans le domaine de l'éducation et de la laïcité. Ça. Il va nous parler aujourd'hui de son dernier ouvrage,
dont le titre est symptomatique. Voulons-nous encore vivre ensemble? Si je ne me trompe pas, sa réflexion a été suscitée par l'expérience qu'on a toute faite de la période du Covid, pendant laquelle on a été plus ou moins isolés et confrontés à des habitudes nouvelles, peut-être de méfiance de l'autre, ne serait-ce que par la contagion ou la contamination. Et certaines de ces attitudes qu'on a découvert à ce moment-là, on les a gardées, je pense, et on peut se poser la question de savoir effectivement si on a toujours envie de vivre avec les autres, si c'est un réel besoin, si on peut faire autrement, qu'est-ce que ça apporte, et en étant optimiste, si on répond oui, nous avons envie de vivre, encore envie de vivre ensemble, alors on peut se poser la question, deux questions, mais pourquoi? Et aussi, la plus importante à mon sens, mais comment? Voilà, donc je laisse la parole à Pierre-Henri Tawaillot. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation et pour cet échange que nous allons avoir. Alors, je vais peut-être commencer par un sondage, on va faire un peu participatif. À cette question, voulons-nous encore vivre ensemble? Qui pense qu'on peut aujourd'hui répondre oui? Ok, bon, ça va, c'est sympa. Je suis content d'être venu avec vous. Qui pense non? Ouais. Merci, il faut un esprit fort toujours. Merci beaucoup. Et qui a des doutes? Plusieurs réponses sont possibles. Ok. Bon, on est dans un schéma plutôt optimiste qui est celui que j'adopte, mais il ne faut pas être un schéma trop non plus idéaliste et avoir aussi bien conscience des difficultés que cette vie, de se vivre ensemble. Ah, alors, je m'apporte d'emblée une précision, c'est que l'expression vivre ensemble, je ne l'aime pas beaucoup. Je ne l'aime pas beaucoup parce qu'en fait, il y a plein de manières de vivre ensemble. On peut vivre ensemble côte à côte, dans l'indifférence, face à face, dans l'hostilité, et dos à dos, presque, dans une indifférence absolue et conflictuelle. Donc l'expression vivre ensemble, quand on dit il faut défendre le vivre ensemble, elle n'est pas au fond très intéressante. Les gens qui font la guerre vivent ensemble, mais pour se tuer. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le voulons-nous vivre ensemble, c'est-à-dire le vouloir vivre ensemble. Et en effet, de ce point de vue-là, il y a une sorte d'évidence au départ sur cette volonté de vie commune. Et puis petit à petit, quand on y réfléchit, c'est vrai que l'expérience que vous avez citée de la Covid a été une expérience très particulière. Il y a des doutes, il y a des incertitudes. C'est vrai que ce moment de confinement et de distanciation sociale, comme on disait, a représenté une sorte de point d'interrogation posé sur la vie commune. Certains, parfois, ont des regrets par rapport à cette période du confinement, disant que c'était une période qui était plus simple, parce que les autres étaient moins présents. D'autres en ont beaucoup souffert. Et en tout cas, ça a permis de nous poser cette question, mais au fond, si on vit ensemble, pourquoi voulons-nous vivre ensemble? Et par ailleurs, les signes d'inquiétude, eh bien, les signes d'inquiétude aussi sont présents. Il faut les noter sans du tout les omettre. Aujourd'hui, nos modes de vie, dans des sociétés d'individus qui sont les nôtres, eh bien, ces modes de vie nous permettent assez largement de nous passer des autres. On peut aujourd'hui faire le plein d'émotions devant son écran. On peut chercher des partenaires amoureux sans les affres de la séduction, avec tous les sites possibles et imaginables. On peut commander ses repas, ses courses, sans avoir cette épreuve absolument intolérable de faire ses courses. Bon, certains l'apprécient. Et donc, toute une série de dispositifs de notre modernité nous amène, au fond, à nous passer au quotidien des autres. Donc, peut-être que la vie commune est, en ce sens, effectivement, en péril. Elle est aussi en péril par je fais un petit inventaire, 4 phénomènes qui sont des phénomènes qui sont très marquants dans nos sociétés d'individus. D'abord, un phénomène qu'on appelle
c'est presque une appellation contrôlée, l'épidémie de solitude. L'épidémie de solitude, c'est-à-dire, quand on regarde les chiffres sociologiques, la monohabitation augmente, le nombre de contacts qu'on a avec notre entourage, ou même la quantité de notre entourage tend à se restreindre. Il y a toute une série d'indications qui sont à l'orange sur le fait des liens que l'on tisse les uns avec les autres, comme si ce lien était fragilisé, avec en plus cette idée très présente dans l'univers contemporain, démocratique, qu'il faut être soi-même. Voilà. Et j'allais dire, c'est un peu... Si on y arrive, on devient narcissique, et si on n'y arrive pas, on est déprimé. Voilà. Donc, vous voyez, l'impératif d'être soi-même peut nous plonger dans une espèce de solitude absolue, et c'est un premier défi pour la vie commune. Vie commune menacée par cette solitude, cet isolement qui tend, nous disent un certain nombre d'indicateurs, on va voir après si c'est exact, à s'accroître. De l'autre côté, un autre phénomène, c'est ce qu'on peut appeler la séduction du conflit. D'un côté, la tentation de l'isolement, de l'autre côté, la séduction du conflit. Comme si, au fond, certes, on n'aime pas la guerre, mais dans notre univers extrêmement complexe, quand on veut essayer de comprendre quelque chose dans cet univers, on est parfois comme aspiré par des scénarios, des clés d'explication conflictuelles. Vous voyez ? Alors, il y en a un qui est bien connu, c'est presque un peu vintage aujourd'hui, c'était la lutte des classes. Je rappelle le principe de la lecture de Marx. Quand Marx dit la lutte des classes, ça veut dire que toutes les relations humaines, quelles qu'elles soient, tout ce qui existe dans le monde se ramène à une lutte entre les prolétaires et les bourgeois. Tout. C'est le schéma d'explication exclusif de tout phénomène. À cette lutte des classes, on peut ajouter ce qu'on appelle la lutte des sexes, qu'on voit aussi monter. Alors moi j'aime bien cette phrase de Henry Kissinger, c'est le grand géopoliticien américain, qui disait la guerre des sexes n'aura pas lieu, de toute façon il y a beaucoup trop de fraternisation avec l'ennemi. Je trouve que c'est assez juste comme, mais on sent quand même monter une sorte d'indétermination dans les relations hommes-femmes. Donc lutte des classes, guerre des sexes, guerre des générations. Là aussi, voilà, l'idée qu'aujourd'hui, pour aller vite, il y a les jeunes qui sont généreux, qui sont attentifs au destin de la planète, et puis nous tous, les vieux, on a tout pollué, on a tout bouffé, on a endetté la France, etc. Et cette guerre des générations va finir par éclater. Conflictualisation. Lutte des classes, guerre des sexes, guerre des générations, on peut ajouter guerre des races. Là aussi, l'idée que le racisme qu'on croyait oublié revient et, au fond, une nouvelle guerre des races réapparaît. Et puis, cinquième guerre possible, la guerre des civilisations. Donc, vous voyez, comme si pour expliquer le monde, nous étions happés par des scénarios un peu simples ou un peu simplistes, parce que dans une guerre, c'est clair. Il y a les bons, en général c'est nous, et il y a les méchants, ce sont les autres. Et au moins, certes, une guerre c'est effrayant, mais au moins on a le sentiment de comprendre le monde. Donc vous voyez, déjà deux grands défis par rapport à la vie commune. Premier défi, la solitude, se replier sur son île, soit dépressive, soit narcissique. Deuxième défi, la guerre, quelle qu'elle soit, et peut-être les 5 en même temps. Et on pourrait ajouter d'autres phénomènes qui sont effectivement inquiétants. On voit monter de l'incivilité, monter parfois de la sécurité, monter toute une série d'éléments qui font qu'une ombre semble peser sur la vie commune. Alors cette question, il faut l'apprendre à avoir le corps. C'est pas simplement comment voulons-nous vivre ensemble, mais c'est aussi pourquoi. Quel est, au fond, quand on essaie d'y réfléchir, ce qui fait qu'on vit les uns avec les autres? Question philosophique d'une simplicité confondante, mais d'une difficulté redoutable. Pourquoi vivons-nous avec les autres? Alors, avec son conjoint, on peut trouver 2-3 raisons. Avec ses enfants, quelques raisons, même si ça ne se passe pas toujours bien. Mais avec les autres, avec lesquels on est en désaccord, qui sont souvent pénibles,
ça nous ramène à une question philosophique qui a été celle de la philosophie politique depuis son origine. Comment et pourquoi vivre ensemble sans s'entretuer? C'est la question de base. En vérité, on l'expérimente tous. Vous savez, quand vous partez en vacances avec des amis que vous croyez très chers, et qu'au bout de 3 jours, vous avez envie de les exterminer. Mais même, imaginons simplement cette petite expérience de pensée. Voilà, on est ici à l'air libre, mais imaginons que nous soyons dans une salle, d'un seul coup bloqués par, je ne sais pas, un tremblement de terre ou quoi que ce soit. 1 heure, 2 heures, ça va. Une journée, ça va aller. On est bien élevé. 1 semaine. 1 mois. 1 an. C'est clair. On va se massacrer. C'est terrible à dire. Mais oui, quelle que soit notre bonne éducation, qu'est-ce qui peut nous empêcher de le faire? Voilà ce à quoi la philosophie politique a réfléchi. C'est qu'est-ce qui nous empêche de massacrer les autres? Alors il y a quelques moyens. Il y a la morale. C'est-à-dire quelques principes. Ça ne se fait pas. Il y a le droit, qui peut être un peu plus efficace. Parce que quand il y a le droit, il y a aussi des sanctions. Il y a la politique. C'est la gestion des rapports de force. Et puis il y a un 4e élément qu'on oublie souvent, c'est simplement ce qu'on appelle la civilité. La civilité, c'est-à-dire la bonne éducation, le fait qu'on on est attentif aux autres, qu'on se comporte bien. Vous voyez, c'est pas de la morale, c'est pas du droit, c'est pas de la politique, c'est juste, voilà. On va se comporter correctement avec son voisin, aussi parce qu'on a un sentiment qu'il ne faut pas se fâcher avec ses voisins, sinon ça va nous pourrir la vie. Donc voilà toute une série de raisons, mais au-delà de toutes ces raisons, qu'est-ce qui les fonde? Ça, ce sont les méthodes. Quelles sont les raisons? Pourquoi voulons-nous vivre ensemble? Alors je vais faire quelque chose de très déraisonnable. En 10 minutes, 5 minutes peut-être, essayer de faire l'inventaire des grandes réponses que l'humanité a trouvées à cette question. Et essayer de voir à partir de là où on en est. L'idée clé pour une société, c'est de se dire, bon, nous sommes des petits humains, tout faibles, tout fragiles, tout bêtes, tout méchants d'ailleurs aussi. Pour que nous puissions avoir une clé de voûte de nos vies communes, il faut que ça vienne d'une instance vraiment très très forte, supérieure à nous, à laquelle on obéit. C'est ça qui va assurer la clé de voûte de la vie commune. Sous réserve d'inventaire dans l'humanité, il y en a eu 3. 3 réponses. Première réponse qui a été sans doute la plus efficace, c'est la réponse par le passé. Par le passé. Sociétés qu'on appelle les sociétés traditionnelles. C'est sans doute l'histoire de l'humanité dans l'immense partie de son temps, de sa chronologie. Ce sont les sociétés traditionnelles qui ont considéré qu'il y a eu jadis des grands ancêtres qui nous ont tout donné, nos lois, nos valeurs, nos normes, et la seule chose qu'on a à faire dans la vie, c'est d'hériter, d'imiter et de répéter. Surtout de ne pas innover. Les sociétés traditionnelles sont des sociétés contre l'innovation. Et ça demande beaucoup d'énergie. Être contre l'innovation, empêcher l'innovation d'émerger, c'est très compliqué. Il y a toujours un petit jeune qui sort en disant « j'ai inventé une nouvelle baguette, une nouvelle manière ». Non, ce petit jeune-là, on le fait taire, on peut éventuellement l'exterminer, surtout pas d'innovation. Donc les sociétés traditionnelles du passé, celles qu'on disait, voilà, elles sont un peu abruties, pas abruties par absence d'intelligence. Elles ont compris, peut-être est-ce une forme de sagesse, que toute innovation produit du trouble. Donc, on bloque, on n'innove pas. D'ailleurs, ce sont des sociétés traditionnelles dans lesquelles il fait bon vieillir. Pourquoi? Parce que le vieux est plus proche du passé. Donc il est plus proche de la source du sens. Il faut vieillir. Quand on est vieux, on est plus proche du passé. Vous voyez le contraste avec nos sociétés modernes. Nos sociétés modernes sont des sociétés de l'innovation. Il faut tout changer, toujours innover. Et d'ailleurs, ce sont les jeunes qui représentent le bon âge. Le bon âge, c'est parce que les jeunes sont le futur dans le présent. Alors que dans les sociétés traditionnelles, les vieux sont le présent du passé. Voilà la première réponse. Pourquoi voulons-nous encore vivre ensemble? Par fidélité au passé. Voilà. Et ça ferme les bouches. Personne ne le conteste. Chaque individu a incorporé cette tradition
Et cette fidélité au passé, on fait comme on a toujours fait. Bon. Il n'y a pas si longtemps, ici dans nos campagnes, ce régime-là était le régime normal. Aujourd'hui, les agriculteurs sont devenus des entrepreneurs hyper connectés. Voilà, mais la fidélité au passé est là-bas. Alors, ça a des avantages. Ne négligeons pas que ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Hein, on est bien d'accord. Cette fidélité au passé, c'est vraiment aussi un ordre qui pèse et qui bloque absolument toute initiative individuelle. Hein, le message ici, c'est ta vie a été vécue des millions de fois, ne cherche pas à être original, on va t'accompagner du berceau à la tombe. Hein, point barre. Première solution. À cette première solution vient s'en ajouter une seconde qui correspond dans différentes régions du monde à la naissance des grandes philosophies ou des grandes cosmologies. Ça peut être en Chine, en Inde, en Grèce antique. C'est le moment où on se dit il y a plus fondamental que le passé. Il y a plus fondamental que les grands ancêtres. Il y a l'ordre du monde. Le cosmos, disent les Grecs. Ça peut être le Tao chez les Chinois, mais le cosmos, disent les Grecs. Le mot cosmos, c'est un mot hyper intéressant parce que c'est un mot qui signifie que le monde est un ordre beau, juste et bon. Les premières occurrences du mot cosmos en grec, une des deux premières, on le voit dans l'Odyssée, c'est quand une femme se remet le visage en ordre le matin. Elle remet de l'ordre. Ça donne le mot cosmétique. Alors, on remet les choses à leur place. Voilà. Pour les garçons, c'est comment les armées se mettent en ordre de bataille. Les Grecs sont très genrés, c'est très macho, hein, voilà, cosmétique. L'ordre du monde. Eh bien, vous appliquez ça à la totalité de l'ordre du monde, il y a un ordre. Pourquoi voulons-nous vivre ensemble? Pour respecter cet ordre, il y a un ordre du monde, et dans la cité qui est un petit cosmos, eh bien, il faut respecter cet ordre. Quel est cet ordre? Alors, je vais le faire très rapidement à la manière de Platon. Platon dit que le corps est la même chose que le monde. Vous voyez, dans le monde, les choses lourdes sont en bas, ça tombe. Les choses légères sont en haut. Le corps humain, je vais faire la démonstration, c'est la même chose. En bas, il y a ce qu'il y a le plus lourd, ventre et bas-ventre, nos bas instincts. Au-dessus, le cœur, thumos, et tout en haut, l'esprit. Voilà. Eh bien, si nous voulons que la société fonctionne bien dans une cité, il faut respecter cet ordre. En bas, manger et se reproduire, c'est les paysans. Au-dessus, thumos, le courage, ceux qui vont défendre la cité, ce sont les gardiens, ce sont les soldats. Et tout en haut, les meilleurs, les philosophes. C'était le bon temps, c'était l'âge des philosophes rois. Ouais. En bas, c'est l'économique, oikonomikos, qui relève de la maison. Hein, on se reproduit, on produit. Au-dessus, la politique, thumos, ceux qui vont défendre la cité. Et tout en haut, la sophia, la sagesse. Voilà. Et donc, une bonne cité, nous dit Platon dans la République, sera une cité qui sera organisée de cette manière, respectant l'ordre du monde, l'ordre des choses. Et tout ira bien. Pourquoi voulons-nous vivre ensemble? Pour respecter cet ordre du monde. C'est très puissant, c'est très solide. Troisième solution. Après la solution par le passé, la solution par le cosmos, il y a la solution, alors qu'on connaît davantage, par la théologie, par le divin. Au fond, plus fondamental que le passé, plus fondamental même que l'ordre du monde, il y a celui qui a créé et le temps et l'ordre des choses, qui est Dieu. Et donc le but d'une cité, d'une société, c'est de faire en sorte de conduire chaque individu vers le salut. Société théologique, qui est la clé de voûte de nos sociétés. Elle vient d'en haut, elle vient de cet accès au divin, ce qui fait que pendant des années, effectivement, on a considéré que le but de la politique, c'était simplement d'imiter en quelque sorte la cité de Dieu, même si c'était sans doute pas tout à fait possible, mais qu'il fallait que la cité, la société soit le moyen pour que chaque individu arrive au salut personnel. Oui, on a trois réponses très très solides, évidentes, d'ailleurs tellement évidentes qu'elles ne se formulaient presque jamais. Voilà. On respecte le passé, fidélité passée, on respecte l'ordre du monde, ou on fait en sorte de se rapprocher collectivement,
autant que faire se peut, du divin et du salut. Simplement, et voilà notre histoire, à nous occidentaux, il y a eu un moment où ces trois solutions se sont affaiblies. Elles n'ont pas disparu. Les trois restent présentes. On peut avoir la nostalgie du passé ou considérer que voilà, les recettes de ma grand-mère ou de mon arrière-grand-mère étaient bien meilleures que celles d'aujourd'hui. Voilà. On peut considérer qu'il y a un ordre du monde qui est intéressant. On peut considérer que le salut a toujours du sens et de l'importance. Simplement, on est obligé de voir autour de nous que tout le monde ne partage pas cette conviction. Et qu'il va falloir vivre avec des gens qui ne partagent pas cette conviction. En France, ce petit doute est apparu de manière très nette au moment des guerres de religion. Demain, c'est l'anniversaire de la Saint-Barthélemy. Voilà, donc il y a eu des massacres dans un sens comme dans l'autre. Et l'édit de Nantes a représenté un moment très important pour en France, et pour que la première fois, il fallait vivre avec des gens avec lesquels, sur les questions fondamentales, on était en désaccord total. Moment très intéressant. Parce que la puissance de l'Église, eh bien, s'efface devant l'ordre étatique. C'est l'État qui devient le gardien de la vie commune, plus l'Église. Quelque chose comme la laïcité émerge déjà dans cette époque. Et donc c'est un moment de crise, pas simplement crise d'ailleurs du modèle théologique, mais dit crise aussi du modèle traditionnel. Le modèle traditionnel est contesté. Pour nous, c'est presque une évidence, le passé ne suffit pas. Voilà. Le passé a du bon, on peut être conservateur, mais en même temps, on est tous un peu progressistes, ne serait-ce que dans notre consommation. On considère que le dernier modèle du téléphone portable sera probablement meilleur que le précédent. Voilà. On est dans une logique de l'innovation. Pour ce qui est de l'ordre du monde, eh bien là, force est de constater que l'ordre du monde a aussi pris du plomb dans l'aile. Parce que la cosmologie des anciens, magnifique, eh bien s'efface devant un univers qu'on ne comprend plus beaucoup. Vous voyez, hier on était une nuit magnifique, étoilée, je ne sais pas si vous avez vu cette nuit magnifique d'hier, sublime. Là on est loin de la pollution lumineuse, donc on voit ces... Pour un grec qui contemple cet univers, c'est de dire tout est à sa place. Tout est à sa place. Et moi j'ai une place. Pour nous, quand on regarde cet univers, c'est vertigineux. On ne se dit pas tout est à sa place. On se dit je n'y comprends rien. J'ai besoin de mon application pour voir où sont les étoiles. Et deuxièmement, je suis rien du tout. Je suis poussière de poussière. Et si je n'existais pas, l'univers serait exactement le même. Ce qui pour le moral n'est pas formidable quand même. Vous voyez, c'est pas formidable. Et c'est pourtant comme ça. Pour un enfant grec ancien, j'arrive dans l'univers, c'est un théâtre avec une réservation. J'ai une réservation. Ce que je dois faire, c'est que je dois juste trouver ma place. Pour un jeune aujourd'hui dans le monde, j'arrive dans le théâtre, j'ai pas de réservation et je suis pas sûr d'avoir une place. Très différent comme schéma. Et donc, vous voyez, ce pourquoi voulons-nous vivre ensemble dans une société où il n'y a pas de réservation, il n'y a pas de place, c'est très angoissant. C'est en même temps un élément de liberté extraordinaire. J'ai pas de place réservée, donc je peux aller où je veux. Mais je peux me retrouver aussi nulle part. L'avantage et l'inconvénient. Donc comment faire dès lors que ces trois grandes réponses, le passé, le cosmos et le divin, se sont effacées? Voilà. Où on en est? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sous la main pour arriver à se dire pourquoi vivons-nous ensemble? Alors je vais proposer une petite réponse, et puis après on discute. Dans l'histoire de la philosophie, les philosophes qui ont pris conscience de cette triple crise, premier Machiavel ou Hobbes, mais peu importe les noms ici, se sont dit, bon, on ne peut pas fonder la vie commune sur quelque chose de positif. Et leur geste révolutionnaire a été de dire, inversons les choses. Nous vivons ensemble non pas pour être heureux, on n'y arrive pas forcément, mais peut-être pour éviter le malheur. Et ça marche assez bien, en fait, cette affaire. Jusqu'à un certain point. Premier malheur à éviter, la guerre civile. Et donc,
Pour quelqu'un comme Machiavel, par exemple, le premier objectif de la vie sociale, c'est d'éviter la guerre civile. On est obligé de vivre ensemble. L'humanité, cette espèce un peu bizarre, qui est incapable de vivre seule et a beaucoup de mal de vivre avec ses semblables. L'homme seul meurt, avec les autres, il tue. Voilà. Très compliqué. Hein. Et bien de se dire, évitons la guerre civile. Mais pour éviter la guerre civile, il faut faire attention de ne pas figer un ordre, dans une tyrannie par exemple. Ce pourquoi, très vite, en plus de ce premier objectif d'avoir la paix, il faut aussi respecter un peu la liberté, il faut qu'on puisse respirer. Exactement comme dans un couple. Si, vous voyez, les couples d'ados sont souvent très fusionnels, hein, on se demande, tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Tous les jours, 24 heures sur 24, on ne peut plus, on se barre. Et puis quand on est plus grand, on apprend qu'il faut laisser de la place. Laisser un peu de marge. Dans la vie sociale, c'est pareil. Pour que la vie sociale marche, il faut accepter des tumultes, des troubles, des conflits. Une société sans conflit, c'est une société totalitaire. C'est une société abominable. Il faut des conflits. Simplement, des petits conflits. Donc, la guerre, éviter la guerre, éviter l'absence d'un ordre trop massif, mais éviter aussi les excès de la liberté. Parce que la liberté, si chacun fait ce qui lui plaît, bah, on ne va pas y arriver. Donc, où s'arrête la liberté? On dit souvent, ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Mais qui va être juge de ce début et de cette fin? Très compliqué. Et puis au-delà, on va dire, bah, une société, c'est faire le bonheur. Le problème du bonheur, c'est que c'est difficile à définir. Vous voyez, par exemple, on pourrait se dire aujourd'hui, tiens, voilà, il fait un peu frais. Allez, imaginons, hop, on prend un avion, on se transporte aux Maldives, temps magnifique, mer turquoise, et voilà, on est dans le bonheur. Bon, 2 jours, ça va. 1 semaine, ça va. Après, on se fait chier. Et on se dit, mais non, le bonheur, c'était dans les rencontres philosophiques et spirituelles de Montfaucon, où là, on réfléchissait, on discutait ensemble. Voilà, c'était ça le bonheur. Donc le bonheur, c'est quelque chose qui est indéfinissable. Individuellement, on n'arrive pas à le définir. Alors pensez collectivement. Paix, liberté, bonheur, la solution des sociétés contemporaines, ça veut dire bonheur, on ne sait pas ce que c'est, mais on peut essayer d'éviter le malheur. Ça s'appelle l'État-providence. Éviter le chômage, éviter, enfin en tout cas, contrebalancer le chômage et faire que les maladies puissent être un peu assurées, assurance vieillesse, ce qu'on appelle l'État-providence. Et donc, on a ça dans nos sociétés. Pourquoi voulons-nous vivre ensemble? On n'a pas trop de guerre civile, on a une liberté très correcte et on a un État-providence. C'est pas mal quand même. Et pourtant, ça nous déçoit. Ça nous déçoit, c'est très étonnant. Imaginons que Victor Hugo revienne à la vie aujourd'hui et qu'il regarde notre système social. Lui qui a écrit Les Misérables. Il serait émerveillé. Et il devrait nous dire, revenons à la vie, mais vous devez être follement heureux. C'est génial. Tout ce que j'ai rêvé, vous l'avez réalisé. Et non. On n'est pas content. On râle. On est dans une société qui ne s'aime pas, qui se déteste même. On dit, oui, il y a trop d'inégalités, ouais, les retraites, ouais. Voilà. Et on n'est pas content. C'est pas simplement notre faute. Qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas qu'il y a quelque chose comme un trésor de la vie commune? Qu'est-ce qui fait? Et où le trouver? Comment le définir? Pour conclure, je vais apporter ma petite réponse. Et après, en vous interrogeant sur ce sujet. Nous sommes dans des sociétés d'individus. Société d'individus, ça n'a pas de raison de marcher. Soit il y a de la société et il n'y a pas d'individus, soit il y a de l'individu et il n'y a pas de société. Donc, au fond, l'hyper-individualisme, progressivement, va condamner nos sociétés. Sauf si on envisage la société d'individus de cette manière. Une société d'individus, c'est une société qui fabrique des individus à condition que ces individus fabriquent de la société. C'est un aller et retour.
Fabriquer des individus, c'est ce qu'on a appris à faire. Par l'éducation, par le fait que ces individus sont émancipés des contraintes communautaires qui pouvaient être pesantes, des familles aussi. La condition de la femme, de ce point de vue-là, a été l'émergence de l'individualité de la femme, qui avait la possibilité de choisir sa vie, son destin, loin des contraintes familiales. Qui peut dire que ce n'est pas un progrès? Fabrique des individus, mais à cette condition que cet individu qui a été fabriqué, en retour, fabrique de la vie sociale. Et ça, on peut y arriver. Et pour moi, et c'est là le cœur de la logique, cet individu fabriqué par la société, qui fabrique du lien, il a un nom, mais un peu oublié dans notre société contemporaine, il s'appelle l'adulte. Vous voyez le truc? L'adulte. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. On parle beaucoup des jeunes, on parle beaucoup des vieux, on parle beaucoup... L'adulte, vous voyez, vous allez dans un ministère, il y a un bureau de l'enfance, la petite enfance, la moyenne enfance, la grande enfance. Puis après, vous avez un bureau de la vieillesse, la première vieillesse, la deuxième vieillesse, la troisième vieillesse. Bureau de l'adulte, il n'y a pas. Bon. Parce que l'adulte est censé faire la politique. Mais qu'est-ce que l'adulte? C'est intéressant comme formule. Qu'est-ce que l'adulte? Petite question. Est-ce que qui parmi vous se sent adulte? Les adultes, levez la main. Soyez pas timides, les adultes. Ouais. Alors, on va poser la question inverse pour... il y avait un esprit fort là. Qui n'est pas adulte? Voilà, j'étais sûr. Pourquoi? Parce que je rêve encore. Merci. Qui n'est pas adulte? C'était vous? Non. Quand on est retraité. Ah, retraité, c'est l'après, c'est ça? Donc, en devenant... Ça, c'est intéressant. En devenant retraité, vous arrêtez d'être adulte. Bon, ok. Donc les films pour moins de 18 ans, vous n'avez pas le droit de les voir, c'est ça? Bon, ça n'existe plus. Qui se sent pas adulte? Oui. Parce que je n'ai pas eu d'enfant. Donc du coup, je n'ai pas cette obligation de transmettre forcément un héritage. Donc c'est pour ça. Intéressant, on va en reparler. Qui d'autre? Ok. Alors, parmi ceux qui se sentent adultes, est-ce que certains peuvent me dire à quel moment ils se sont sentis adultes, s'il y a un moment particulièrement marquant? Pour vous, qu'est-ce qui marque l'entrée dans l'âge adulte? À partir du moment où on fonde une famille, on a des enfants. Donc ça Voilà, on se sent responsable de quelqu'un. Alors, vous êtes en train de dire que cette personne n'est pas adulte, c'est ça? D'accord. On va réfléchir ensemble. Adulte, on l'associe à responsabilité, mais elle a tellement de facettes, la responsabilité. Pour moi, elle traverse tous les âges de la vie, mis à part l'ado. Et puis après, on devient responsable de soi déjà, et c'est le départ, quoi. Donc la responsabilité, voilà. Donc on la réintègre dans le camp des adultes. Est-ce qu'il y a d'autres moments? Oui. Moi, je dirais que c'est le moment où je me suis sentie moins centrée sur moi et plus décalée sur l'intérêt général. D'accord, merci. Être adulte, c'est répondre aux attentes des autres. Donc ça rejoint un petit peu cette idée, effectivement, de décentrement, à répondre aux... Oui. Pour moi, être adulte, c'est quand on est capable de se remettre en question et de pas toujours penser que c'est la faute vient des autres. La faute vient des autres. Donc c'est à la fois se mettre, se décentrer et en même temps, effectivement, assumer ses responsabilités. Est-ce qu'il y a d'autres éléments ou des mots d'ailleurs qui peuvent... maturité, oui. Autonomie. Donc il y avait responsabilité, autonomie, maturité. D'autres...
Je crois que je deviendrai plus adulte quand je reprendrai ma retraite, parce que je pense que ce serait une façon d'accepter de mourir. Alors, ça nous renvoie à aussi une chose, est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle d'être adulte? Restons enfants. Alors, en même temps, c'est ça, le restons enfants, cette formule, c'est quand même une formule d'adulte. Parce qu'il n'y a aucun enfant qui dirait « je veux rester enfant ». Voilà, les enfants, ils veulent grandir. Donc, souvent, quand on dit « je veux garder mon âme d'enfant », ce qui était un peu votre argument, souvent, c'est quand même quelque chose de l'adulte. L'adulte, il dit genre, j'ai une petite nostalgie de l'enfance, mais l'enfant, il veut grandir. Voilà, ça, c'est vraiment clair. Alors, oui, bien sûr. Moi, j'ai un souvenir de l'entrée au lycée, où je pense qu'aujourd'hui, pour les jeunes, c'est bien différent, mais où j'avais l'impression que ça y est. Je savais tout, voilà, c'était un vrai bonheur. Alors, est-ce que l'adulte sait tout? Parce que là, c'est peut-être l'entrée dans la jeunesse. Hein. Le jeune, il sait tout. L'adulte, peut-être, c'est celui qui... Il est un peu Socrate, oui, c'est ça. Il sait qu'il ne sait pas. C'est-à-dire qu'il a conscience de ses limites. Mais c'est vrai que c'est une expérience où on a le sentiment un peu de toute puissance. C'est-à-dire que toute puissance et omnipotence et omniscience. C'est un peu le jeune. Et souvent, c'est comme ça qu'on croit définir l'adulte. On dit l'adulte, il peut tout, il sait tout. C'est d'ailleurs comme ça que les enfants les voient. Mais les adultes, eux... D'ailleurs, ceux qui se sont dit « je me sens adulte », on souffre malgré tout tous un peu du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, voilà, honnêtement, hein, on n'est pas très adulte. Mais on arrive à faire illusion. Voilà, on arrive à faire illusion, et peut-être c'est ça être adulte, c'est de parvenir à faire illusion. Non? Non? Non, moi je pense que le contraire, justement, c'est ne plus faire illusion, c'est être soi. Et être adulte, c'est accepter ce que l'on est, ses capacités, ses limites, avoir conscience de quelle place on a, au contraire, c'est ne plus faire illusion, enfin, il me semble. Pas se faire illusion à soi. Oui, mais ni aux autres. Ni à l'un, ni à soi, ni aux autres. Enfin, je sais pas. Non, mais tout est possible, oui. Il me semble que aussi être adulte, c'est considérer qu'on est en fin de croissance, si on l'oppose à adolescence. Mais c'est plein de contradictions parce que moi j'ai l'impression d'être adulte, mais j'ai l'impression de continuer à croître. Je pense que c'est la mort qui conclut cette croissance. Il y a une formule dans ce sens, c'est effectivement le mot adolescence, ça veut dire je grandis, adolesco en latin, et puis adulte, c'est j'ai fini de grandir. Mais en général, quand on finit de grandir, il y a un autre processus qui met en place, et on commence à s'élargir. Alors ça marche aussi pour l'esprit. C'est-à-dire, c'est un peu ce sens-là, c'est-à-dire on arrête de grandir en taille, mais on s'élargit. Ça rejoint ce que vous disiez aussi, c'est prendre attention aux autres, être davantage attentif aux autres, c'est un élément de cette dimension. Peut-être, je fais une petite synthèse des réponses qui ont été faites. En fait, il y a, me semble-t-il, 3 mots importants qui viennent, et que vous avez prononcés pour la plupart, qui viennent définir ce qu'est l'adulte. Il y a un premier mot qui a été prononcé par quelqu'un, c'est le mot expérience. L'expérience, c'est effectivement cette capacité, alors non pas de tout savoir ou de tout savoir faire, ça c'est pas l'adulte, c'est le jeune qui dit je sais, hein, laisse-moi te donner un bon conseil, je sais. Voilà, ça c'est le jeune. L'adulte, c'est qu'il ne sait pas tout et rentre dans l'expérience par ce trait caractéristique, c'est que c'est celui qui a de l'expérience, c'est celui qui a suffisamment expérimenté pour être capable de faire face à ce qu'il n'a pas expérimenté. Voilà, pour être un tout petit peu, c'est qu'il ne sait pas tout, mais il en sait assez pour pouvoir se débrouiller. Voilà. L'adulte, c'est le moment où on entre dans ce doute et en même temps dans ce petit sentiment qu'on arrive un peu à bricoler. Voilà. Très prudemment, ça c'est un moment. Et c'est vrai que quand on est adulte,
parents, par exemple, on a envie de transmettre l'expérience aux jeunes. Mais l'expérience, ça ne se transmet pas. Ça se conquiert. On peut transmettre des expériences. On peut transmettre comment on fait le bœuf bourguignon, comment on fait plante des clous, comment on fait ça. Mais l'expérience, c'est une conquête. C'est un rapport au monde. C'est ça qui marque l'entrée, effectivement, dans l'âge adulte. À un moment dit, bon, j'arrive à bricoler. Deuxième élément, vous l'avez dit à de nombreuses reprises, c'est la responsabilité. Mais pas simplement la responsabilité de ces actes. Il y a effectivement plusieurs types de responsabilités. Vous avez tout à fait raison de le dire. Responsabilité de ses actes, après tout, c'est très simple. Un enfant sait très bien ce que c'est que la responsabilité de ses actes, parce que quand il fait une bêtise, il va se cacher. Donc il a compris ce que c'était le concept. La responsabilité de l'adulte, c'est responsabilité non pas de, mais pour autrui. Se décentrer, comme vous le disiez très bien. Pour autrui, c'est-à-dire le moment où on accepte effectivement, on se dit, enfin pour le dire très simplement, dans nos vies, on a tous en tête des adultes qui ont compté pour nous. Des parents, des instituteurs, des professeurs, des patrons, qui nous ont, alors qu'on était des jeunes, c'est-à-dire prétentieux, sachant tout, etc., qui se sont dit, pas grave, il y a un concept pour ça, c'est petit con, hein, ou petite conne, hein, soyons paritaires. On était ça, et pourtant ils nous ont fait confiance. Eh bien, à un moment donné, c'est notre tour. C'est pour ça que, certes, les parents font ça, mais même si on n'est pas parent, on peut le faire aussi, cette responsabilité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Par l'engagement associatif, par plein de choses. Et donc, c'est vrai que la parentalité est un trait caractéristique. C'est vrai qu'on interroge... La majorité des Européens disent « Je me suis senti adulte lors de la naissance du premier enfant ». Mais il faut en même temps savoir qu'il y a beaucoup de parents qui ne sont pas adultes et d'adultes qui ne sont pas parents. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, tout est possible. Donc, ce moment de la responsabilité, c'est responsabilité pour autrui. On se décentre, on s'élargit. Vous l'avez dit aussi, on pense aux autres, on arrête de grandir, de penser qu'à sa pomme pour s'ouvrir. Donc, vous voyez qu'ici, on touche quelque chose d'extrêmement important pour la vie commune. Parce que cet adulte, il ne peut pas exister tout seul. J'insiste ici vraiment sur ce point. Il ne peut pas exister tout seul parce qu'il y a des gens qui l'ont aidé à grandir et parce qu'on ne devient vraiment adulte qu'en aidant les autres à grandir. Aider et être aidé, les deux. Et c'est très important ce point. Donc être adulte, c'est déjà du lien social. Et il y a une troisième dimension, vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est l'autonomie ou l'authenticité. C'est pas, vous voyez, le fait simplement d'être indépendant, comme on dit, parce qu'on a besoin de la dépendance, c'est du lien social, hein, la dépendance. Le mot est négatif aujourd'hui, être dépendant, mais la dépendance, c'est indispensable. Voilà, on est dépendant des uns des autres. L'autonomie, c'est le rapport à soi. Réfléchissez à ça, ces trois mots, responsabilité, expérience, responsabilité, autonomie, c'est un petit système de sagesse. L'expérience, c'est le rapport au monde. La responsabilité, c'est le rapport aux autres. Et l'autonomie, c'est le rapport à soi. Si on arrive à être à peu près correct sur ces trois dimensions, c'est pas mal. Simplement, on ne sera jamais totalement expérimenté, jamais totalement responsable et jamais totalement autonome. C'est pour ça qu'il est bon de vieillir. On peut toujours progresser en la matière. Et il y a toujours du boulot qui nous attend. Ce petit système de sagesse, c'est, à mon sens, ce qui fait le cœur de la vie commune. Pourquoi voulons-nous vivre ensemble? Pour grandir et pour faire grandir. Parce qu'on ne peut pas grandir sans faire grandir. Et ce que nous ne voyons plus aujourd'hui dans nos sociétés d'individus, c'est cet élément, cette sagesse, grandir et faire grandir. Avec cette idée supplémentaire que dans nos sociétés démocratiques, contemporaines, ce sont des sociétés qui s'inscrivent dans une civilisation de ce que j'appelle les grandes personnes, la civilisation des grandes personnes.
Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est pour ça qu'on peut être fier de nos sociétés, vous voyez, se critiquer, attaquer, voilà, racisme, colonialisme, machisme, etc. Oui, d'accord. Mais là, il y a quelque chose d'essentiel. Toutes les grandes civilisations du passé, avant la nôtre, il y avait quelques adultes, tout le reste, c'était des enfants. À Rome, seuls étaient considérés comme adultes les pater familias. Si vous aviez, à mon âge, 60 ans, votre père encore vivant de 90 ans, vous étiez un adolescent. Et je ne parle pas évidemment des femmes, qui étaient enfants toute leur vie. Une seule civilisation a dit, la majorité est la norme, la minorité, le fait d'être mineur est l'exception, c'est la civilisation de la démocratie. Tous les humains sont grands. Une proposition qui est révolutionnaire, qui vient aussi bien sûr de la Grèce antique, du christianisme, proposition révolutionnaire, tous les humains sont grands. Deuxième proposition, tous les humains peuvent grandir. Troisième proposition, nous pouvons grandir ensemble. Eh bien, cette clé de voûte, on a tendance à l'oublier. C'est pourtant ce qui fait le cœur de notre société. La clé de voûte, on la cherche toujours en haut. C'est vrai qu'elle est en haut, la clé de voûte. Mais pourquoi est-elle en haut? Parce qu'elle tient grâce aux forces qui sont bien sur Terre. Une clé de voûte ne tient que parce que les choses, les piliers sont bien ancrés. Alors, ça n'empêche pas, évidemment, d'être religieux, de penser qu'il y a une transcendance, mais cette clé de voûte-là, de la société, eh bien, c'est vraiment cette idée que l'humain peut grandir. Il peut grandir par la religion, il peut grandir par la laïcité, il peut grandir par toute une série de dispositifs, d'ailleurs politiques et étatiques, mais c'est ça le cœur de notre société contemporaine. Donc voulons-nous grandir, voulons-nous encore vivre ensemble? Oui. Pourquoi voulons-nous encore vivre ensemble? Pour grandir et pour faire grandir. Comment y parvenir? Grâce à la civilité, grâce à une réflexion sur l'autorité. Et donc cet ensemble de réflexions-là nous permettent effectivement d'identifier ce qui fait la clé de voûte de notre vie commune. Vous voyez pourquoi nous avons tort d'oublier l'adulte dans notre société contemporaine et qu'il est important aujourd'hui de réinvestir en quelque sorte cet adulte qui correspond au fond à notre quotidien. C'est là où la philosophie est utile. Elle n'invente pas des idées, elle arrive juste à clarifier ce qu'on vit au quotidien. Je vous remercie, on peut discuter maintenant ensemble. Moi, j'ai trouvé cette intervention passionnante et je suis sûre que vous avez quelques observations ou des questions. Je croyais qu'on vivait ensemble parce qu'on avait un instinct grégaire. Qu'est-ce qu'on fait de l'instinct? Disons que l'expérience et l'histoire montrent que l'instinct grégaire est compensé par un instinct d'hostilité. Et un instinct guerrier. D'ailleurs, le mot hôte est assez intéressant, hôte, hospitalité. Hôte en latin, c'est à la fois hôte et hostile. Hospitalité et hostilité ont la même étymologie. Je pense que ça résume parfaitement la condition humaine. Donc l'instinct grégaire, comme je disais tout à l'heure, l'homme meurt s'il est seul et tue dès qu'il est avec les autres. C'est ça la tragédie de la condition humaine, mais aussi peut-être sa grandeur, parce que ça nous oblige à trouver des solutions. Oui, je voulais vous poser une question par rapport aux trois piliers un peu que vous avez établis par rapport à l'âge adulte.
donc expérience, autonomie, responsabilité. Est-ce qu'ils ne sont pas mis à mal tous les trois l'expérience? Pourquoi j'aurais besoin d'une expérience de vie puisqu'il y a tant de tutos, ChatGPT qui peuvent penser à ma place? Je suis évidemment un peu rouge du coche, je ne dis pas ce que je pense. Pourquoi est-ce que finalement l'autonomie s'est pas transformée en j'ai le droit de c'est le jeu de mots sur l'état de droit, d'état de droit. Bon, voilà. Et est-ce que la responsabilité n'est pas devenue aussi écrasante, puisque chaque fois que je dois choisir un produit, par exemple, en tant que consommateur, je dois faire attention à la planète tout entière, aux dauphins, et voilà, donc à la pollution des océans ou autre chose, ou de l'air, etc. La couche d'ozone, enfin ça on en parle moins. Voilà, donc est-ce que ces trois piliers qui effectivement en eux-mêmes sont bel et bons, est-ce qu'ils n'ont pas pris des sacrés coups quand même à notre époque? Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Excellente remarque, votre analyse, je trouvais très, très juste, c'est un sacré défi. Et ça nous dit une chose, c'est qu'il est sans doute plus difficile d'être adulte aujourd'hui que par le passé. Ça peut paraître un peu étrange, mais vous voyez, en 1896, Léon Bourgeois, grand républicain, qui est l'inventeur du système secondaire français, disait, voilà, on va faire un enseignement secondaire en France, et le but de cet enseignement secondaire, c'est de fabriquer des adultes. Et il dit, dans une de ses conférences, qu'est-ce qu'un adulte? Il dit, c'est très simple, un adulte, c'est un père de famille, un soldat, un citoyen. Bon, vous voyez qu'il manque quelqu'un dans ce portrait, c'est la femme. Et pour rendre quand même justice à Léon Bourgeois a fait énormément pour l'enseignement féminin. Mais voilà, à l'époque, l'adulte, c'est un mâle. Je rappelle que dans tous les débats en français pendant très longtemps, jusque dans les années 75, le synonyme d'âge adulte, c'est âge viril. Voilà. On a changé. Donc, vous voyez, on peut dire que dans la société d'avant, être adulte, c'est un uniforme que l'on endosse. Et j'allais dire, c'est assez facile. C'est pas facile individuellement, ça reste tout aussi compliqué, mais d'une certaine façon, on endosse cet uniforme et on est adulte. Père de famille, soldat, citoyen, travailleur. Tchac. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Parce que ce n'est pas simplement un uniforme qu'on endosse, c'est un projet presque de sagesse existentielle qu'il faut se forger, avec toutes ces contraintes sociétales qui pèsent sur nous. Ce que vous dites est très juste sur la responsabilité. Votre formule est parfaite. Je prends ce jus de pomme et comment puis-je boire ce jus de pomme pour ton trouble, hein? Ça veut dire qu'il doit être bon s'il est trouble. Sans mauvaise conscience, voilà. Et donc il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour m'accuser de dire mais comment ça, ce carton n'est pas recyclable ou qu'à 80%, etc. Donc là, le poids de la culpabilité, qui est presque une culpabilité religieuse dans son esprit, décuplée, est considérable. Ce que vous dites très justement sur l'autonomie, c'est-à-dire que l'autonomie risque à tout moment de se muer en narcissisme et en hyper-individualisme, c'est très juste. Et l'expérience confrontée à cette difficulté de savoir quelle est la bonne information et quel est le bon réel, en quelque sorte, pour pointer tout ça. C'est parfaitement juste. Je pense néanmoins que cet âge adulte peut arriver à éviter ces dérives, si on le pense correctement. Parce qu'on pense justement, par exemple, sur la relation individualiste, et narcissique. Encore une fois, dès lors que vous avez la responsabilité de quelqu'un face à vous, de quelqu'un, pas de quelque chose, pas de la planète. Responsabilité de la planète, enfin, pardon, je vais être un peu provocateur, mais c'est du délire. C'est même d'une prétention inouïe. Considérer qu'en achetant une machine à laver, je vais sauver la planète, mais c'est franchement ridicule. Non, je fais un geste pour l'environnement. Voilà, c'est déjà bien, mais c'est pas sauver la planète. C'est d'une prétention inouïe de dire ça. Donc, et de dire, oui, c'est bien de faire un geste pour l'environnement, d'être attentif à la consommation, c'est bien. Mais c'est une forme de toute puissance. Et de ce point de vue-là, l'écologisme, qui est la version religieuse de l'écologie, l'écologisme est un délire
exactement similaire au productivisme qu'elle critique. Critique la toute-puissance industrielle, mais au nom d'une toute-puissance de protection. C'est aussi absurde. Soyons adultes, modestes. Voilà. L'environnement va pas bien, il faut faire des gestes, mais sans vouloir sauver le monde. Voilà. Tout simplement, c'est ça. Et ça, c'est être adulte. Vouloir sauver la planète, c'est pas être adulte, c'est un délire juvénile. Voilà. Pardon, hein, j'ai été un peu... Comme il y a un jeune dans la salle, hein, c'est pas tous les jeunes. Hein, Plus personne veut nous livrer ses réflexions ou ses questions? Si? C'est juste une petite précision. Tout à l'heure, quand j'ai donné mon sentiment, c'était, je pensais aux âges de la vie. Et je pensais en particulier aussi à quand on devient parent de ses parents. Je pense que c'est une étape où on grandit. Une autre, ça sera sans doute, enfin moi je le ressens comme ça, quand ses parents meurent. Et je pense qu'en fait, on n'en finit pas de devenir adulte, quoi. Merci. Oui, il y a deux manières de considérer les choses. On peut penser en effet qu'il y a une expérience qui nous fait rentrer dans l'âge adulte et qui nous fait rentrer dans le sentiment qu'on ne l'est pas et qu'on ne le sera jamais complètement. Les deux ne sont pas contradictoires. Au fond, si on avait à décrire, ça c'est un sujet philosophique qui revient très fréquemment dans toute la littérature antique ou médiévale, combien y a-t-il d'âge de la vie? Donc 4, 5, 7, bon, tout a été pensé, tout a été conçu. Si on avait à décrire la société, enfin les âges aujourd'hui, ça serait assez intéressant de décrire les choses de cette manière. On peut dire qu'on a, enfin, pour partir de la base, à l'âge naturel, si je puis dire, de façon biologique, il y a deux âges de la vie. Il y a l'enfance et l'âge adulte. Il n'y a pas de jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est le moment où je peux procréer, mais je n'ai pas le droit de le faire. Or, à état de nature, quand je peux procréer, je procrée. Voilà. Donc il n'y a pas de jeunesse. Et il n'y a pas de vieillesse parce qu'on se fait bouffer avant. La nature ne tolère pas la faiblesse. Donc, jeunesse, enfance et âge adulte. Les sociétés humaines inventent deux âges supplémentaires. La jeunesse, c'est-à-dire le moment qu'on appelle le moratoire, où je peux procréer, mais je n'ai pas le droit de le faire. En tout cas, on va retarder un peu les choses. Pendant cette période-là, le jeune marine un peu dans son jus. Et il a les instincts sexuels, mais... Voilà. Et donc, du coup, ça crée ce qu'on appelle la sublimation. Donc, voilà, on crée de la culture. On fait des poèmes, on fait de la philo, on fait des trucs qui servent à rien, mais qui... voilà, c'est le moment où on détourne l'énergie pour produire de la culture. Et de l'autre côté, on invente la vieillesse. C'est-à-dire, inventer la vieillesse, ça veut dire la protéger. Alors, les vieux hommes, à quoi ça sert? On peut penser que ça peut servir à arbitrer les conflits des jeunes hommes, donc on les garde. Les vieilles femmes, vraiment, on ne voit pas du tout à quoi ça peut servir. Si, à raconter des histoires. Et donc, à transmettre, à conserver et transmettre la culture que les jeunes ont produite. Ça, c'est inestimable. Probablement, le progrès humain vient de là. Le fait qu'on a dû raconter des histoires aux enfants le soir. Et accumuler. Deux nouveaux âges donc. Et dans notre modernité, ces deux âges sont ceux qui ont le plus grandi. L'enfance s'est restreinte, l'adolescence est devenue interminable,
Parfois on dit ça s'arrête jamais d'ailleurs. Et la vieillesse a aussi grandi. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'on a de l'espérance de vie, gagné en espérance de vie à la fin, mais non, c'est pas vrai. On gagne en espérance de vie au milieu, une jeunesse beaucoup plus longue et une vieillesse beaucoup plus longue avec aussi beaucoup d'étapes. Donc ce sont des nouveaux âges de la vie qui se sont créés. Et vous voyez, paradoxalement, l'enfance se rétracte et l'âge adulte, on l'oublie un peu dans cette perspective. Autre manière de présenter les choses, c'est de se dire, effectivement, on a une période de notre existence, et ça rejoint ce que vous disiez, ce qui me paraît très, très juste et très profond, une première période de l'existence où, adolesco, je grandis. Tchac! Il y a une expérience qui me fait rentrer dans l'âge adulte. Voilà. J'en ai conscience ou pas. Décès des parents, la naissance du premier enfant, le premier job, ça peut être plein de choses différentes. Je rentre dans l'âge adulte avec le sentiment que je ne suis pas à la hauteur. Et là, j'entame une perspective nouvelle qui est la maturescence. Pas la maturité. Maturité, c'est très compliqué à penser, parce que maturité, c'est une sorte de pic. Vous voyez, maturité, on reproche à quelqu'un de ne pas en avoir, mais c'est jamais un compliment d'en avoir. Une femme mûre, un homme mûr, bon, un homme mûr un peu mieux, c'est bon. Mais c'est le fruit mûr, c'est le fruit qu'il faut manger avant qu'il pourrisse. Mais vraiment, il faut se dépêcher, là. Donc, maturescence, et puis ensuite, ce processus qu'on voudrait essayer d'amortir, c'est la sénescence, voilà, qui arrive aussi, et qu'on voudrait qu'il soit le plus court possible. Mais voilà un peu une autre manière de présenter les choses, et ça correspond effectivement à ce que vous dites, ou ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée que la maturescence, c'est un processus sans fin, un puits sans fond. Ce qui rend la vie vraiment intéressante par rapport au couperet des sociétés traditionnelles, cette ouverture possible, cette perfectibilité infinie dont parlait aussi Rousseau. Voilà, je ne sais pas si ça correspond à ce que vous vouliez dire. Justement, moi, il me semble que si nous voulons vivre ensemble, c'est justement parce qu'à plusieurs, on est meilleur, parce qu'on apprend plus de choses, et c'est peut-être juste pour cette maturescence. On ne peut pas la vivre tout seul dans son coin. Donc, le vouloir vivre ensemble, enfin, avant que la conférence commence, moi je me disais, c'est uniquement ça. C'est l'enrichissement par le partage, par la confrontation, enfin, tout ce qui peut nous ouvrir à d'autres façons de penser, d'autres façons de vivre, d'autres façons... et donc atteindre une plus grande maturescence ou maturité, enfin je sais pas. Je suis intégralement d'accord avec vous, mais j'ajoute en plus, c'est ça qui rend le sujet complexe, c'est qu'on parle souvent de l'intelligence collective. N'oublions pas qu'il y a aussi de la bêtise collective. Voilà, c'est le seul truc qui fait. Voilà. Et que, bon là, on partage des choses intéressantes, je pense, mais que, voilà, dans d'autres contextes, le débat peut être extrêmement violent, plein de mauvaise foi. Et c'est ça, cette ambivalence-là qui... Vous voyez, je pense qu'on est dans une situation aujourd'hui où le bilan entre le positif et le négatif est devenu vraiment limite, avec des discours sur le collectif qui sont devenus des discours très inquiétants et très conflictuels. C'est-à-dire, voilà, faut tout bloquer, faut tout casser, faut être contre tout. Voilà, on va avoir une rentrée un peu compliquée, probablement, là, en septembre. Voilà, alors, des revendications sont incontestablement légitimes, mais bon, ça va être un peu la conflictualité pour la conflictualité. Surtout qu'on discerne quand même aussi parfois des intentions. C'est le conflit, il y a des gens que ça peut arranger. Il faut arrêter de lutter contre. Voilà. On est bien d'accord. C'est vrai que de ce point de vue-là, pour faire un peu de politique, nos dernières élections législatives en France après la dissolution malheureuse étaient très, enfin, pour un observateur politique comme je peux l'être, de temps en temps, étaient très très désespérantes parce qu'on avait le sentiment que tout le monde allait voter contre. Tout le monde. Personne ne votait pour, tout le monde votait pour empêcher les autres d'arriver au pouvoir.
Donc de ce point de vue-là, nous avons ce que nous méritons. Une assemblée qui est une assemblée qui est particulièrement inefficace. Mais voilà, il n'y a pas de responsabilité des politiques. Nous sommes responsables de cette situation. Nous avons gobé une campagne électorale et avalisé une campagne électorale où tout le monde a voté contre. Voilà. Et voter contre, c'est à un moment donné voter contre se tirer une balle dans le pied. Pardon, je m'excuse, mais on a voté contre. Mais on vote contre. Oui, mais alors, qu'est-ce que vous pensez du 49-3 ? Alors, vous allez me lancer sur le 49-3, là, ça va être redoutable. Moi, je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure et je n'ai peut-être pas très bien compris ou que je resitue moins bien. Vous avez parlé d'une organisation qui était où au démarrage c'était plutôt la morale et puis après ça on passait à quelque chose qui était relevé plutôt du droit. On a l'impression que vous opposez un peu les deux. Et est-ce que dans nos sociétés de vivre ensemble, il y a encore une place pour cette morale qui a si mauvaise presse ? Le 49.3, on fait ça ensemble tout à l'heure. Non, je pense que la morale, c'est un sujet compliqué parce qu'on peut avoir deux regards. On peut considérer qu'au contraire, notre société n'a jamais été aussi moralisatrice qu'aujourd'hui. Vraiment, certains disent qu'il n'y a plus de religion, donc il y a de la morale. Tout est moralisateur. C'est-à-dire qu'effectivement, vous buvez du jus de pomme troublé, mais qui n'est pas totalement, hop, une injonction morale peut arriver. Donc d'un côté, il y a cette hyper-moralisation, et de l'autre côté, on a le sentiment que les repères moraux se perdent. Donc il y a à la fois l'idée d'un déclin de la morale et l'idée d'une hypertrophie de la morale. C'est très bizarre notre époque là-dessus. En fait, cette question de la morale aujourd'hui, c'est une question qui est intéressante parce que, au fond, quand on y réfléchit, les principes moraux n'ont jamais été, sont toujours aussi clairs. Très clairs, les principes moraux. Si on les résume en 30 secondes, ne fais pas à autrui ce que vous ne voudrez pas qu'autrui te fît. Principe de non-nuisance. Deuxième principe, ne laisse pas faire à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse à toi ou à tes proches. Principe de non-indifférence. Troisième principe, ça c'est vraiment le grade au-dessus, c'est le principe de bienveillance. Fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse à toi ou à tes proches. J'ajoute les proches parce que c'est toujours l'argument du sadomaso. Le sado peut avoir envie ou le maso peut avoir envie qu'on lui fasse mal, mais n'a pas forcément envie qu'on fasse mal à ses enfants. Voilà. Voilà. Ça, c'est les trois principes. Ils sont clairs. Aucune morale dans le monde et dans l'histoire n'a mis en cause ces trois principes. Au défi de trouver une morale, donc quand on dit relativisme de la morale, non. La morale est universelle. Non-nuisance, non-indifférence, bienveillance. Bon. Donc en fait, quand on dit on n'a plus de repères, les repères sont toujours là. Simplement, ce qui change, c'est le contexte. Premier élément de changement, qu'est-ce qui fonde ces principes ? Pendant très longtemps, on pensait que ces principes venaient du passé, de l'ordre du monde ou de la religion. Aujourd'hui, on débat, on ne sait pas d'où ils viennent. Qu'est-ce qui en fait la valeur ? Donc première question, la question des fondements de la morale. Ça crée un sentiment d'incertitude. Deuxième difficulté sur ces questions de morale, ce n'est pas simplement ces fondements, c'est le champ d'application. Aujourd'hui, il y a de nouveaux pouvoirs humains et il faut appliquer ces principes à de nouveaux champs. Et bien, ce qui nous laisse un peu dans l'incertitude. Par exemple, on va bon regarder les textes bibliques sur la question du clonage ou de l'intelligence artificielle, il n'y a pas grand-chose. Et donc, il va falloir adapter en quelque sorte ces principes moraux à de nouvelles réalités et de nouveaux pouvoirs humains. Deuxième difficulté qui nous taraude. Troisième difficulté qui est la plus redoutable. Quand vous dites « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'autrui te fît », ne laisse pas faire à autrui, ou fais à autrui, qui est autrui ? Pendant très longtemps, autrui, c'était les gens de ma famille, de mon clan, de ma tribu, de ma nation, de ma race, de ma couleur. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de l'humanité. Mais avec parfois des incertitudes sur les frontières.
Est-ce que les animaux ne seraient-ils pas des autrui? Pas simplement les truies, mais les autrui. Est-ce que les machines ne seraient pas des autrui? Est-ce que la nature n'est pas un autrui? Est-ce que les fleuves ne sont pas des autrui, etc. Et donc ça crée une sorte de trouble, voyez. Donc c'est ça la situation paradoxale. Je pense qu'on peut se mettre au clair, mais vraiment de manière simple, sur les principes moraux, voilà, non-nuisance, non-indifférence, bienveillance. Et en même temps, leur champ d'application devient l'objet de querelles infinies. Ce qui fait qu'on on est dans une situation disons, de difficulté réflexive sur la morale. Mais sur le rapport entre morale et politique, il faut faire attention aussi de ne pas mélanger les ordres. Parce qu'on entend souvent aujourd'hui, par exemple, il faut moraliser le capitalisme. Bah non. Le capitaliste, son but, c'est pas faire de la morale, c'est de faire du profit. Un chef d'entreprise, même, c'est quelqu'un qui dit, je vais faire du profit. Et si un chef d'entreprise dit, je vais faire de la morale et pas du profit, il est très probable qu'il n'aura plus d'entreprise. Ça ne veut pas dire que les choses sont déconnectées. On peut faire du profit avec des principes moraux. Mais l'objectif premier est quand même de faire du profit. On peut articuler les choses. Mais si vous mettez la morale avant le profit, vous n'avez plus d'entreprise. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc c'est la question de la hiérarchisation et de la distinction des genres. Si tout est coupé, si on met la morale d'un côté et l'économie de l'autre, ça ne va pas. Mais si on met la morale toujours en tête, ça ne va pas non plus. Vous mettez dans les... Aujourd'hui avec Poutine, vous dites non, nous sommes tous frères, écoutez, c'est vrai, on peut discuter. Non. Non. C'est un rapport de force. Il faut assumer cette dimension réaliste. Donc vous voyez, il faut mettre la morale à sa place, qui est importante, mais qui est à sa place. Donc il y a l'amour tout en haut, la morale juste après, le droit, la politique, la science. Voilà. Il ne faut pas confondre les genres, ils sont bien séparés, bien distincts. Amour, morale, droit, politique et science. Voilà. Si vous mélangez en disant, par exemple, si un amoureux dit j'ai fait une enquête par intelligence artificielle et l'algorithme a décrété nous étions faits pour nous entendre, épouse-moi, je doute que la déclaration d'amour marche. Voilà. C'est un peu confondre les choses. Donc, les trois genres, je reprends mon accent stéphanois, les trois genres sont, sont bien distincts, mais ils ne sont pas néanmoins séparés. Moi, je suis surprise que la science vienne en tout dernier. Parce que c'est l'ordre du réel. La science, on peut tout faire. Par exemple, aujourd'hui, un scientifique peut faire, sans aucune difficulté, ce qu'on appelle des chimères, c'est-à-dire des enfants avec des ailes ou des 2 têtes ou 4 mains, etc. Et donc la science est en bas, c'est tout ce qu'on peut faire, on peut le faire. Non, parce que là, il y a un degré qui enlève, c'est le degré juridique ou le degré moral qui dit non, on ne peut pas faire ça. Donc la morale et le droit apportent une limite à la science. Mais pas la politique. La politique, c'est ce qu'on peut appeler, et c'est pas négligeable, parce qu'on n'aime pas la politique, mais la politique, c'est le fait que la morale et le droit, ni l'amour, ne peuvent régler tout. À un moment donné, il y a un rapport de force. Et il faut que ce rapport de force s'exerce sans qu'on tombe dans la guerre civile. Donc le défi de la politique, si on résume l'essence de la politique, c'est comment gérer le rapport de force sans sombrer dans la guerre civile. Et c'est pas facile. Est-ce que l'émergence majoritaire du vote contre ne définit-il pas l'arrivée de la limite du vivre ensemble? C'est une mise en danger de la vie commune. Vous avez tout à fait raison, c'est pour ça que j'étais personnellement totalement désespéré à l'issue des résultats des législatives. C'est qu'à un moment donné, on a le sentiment d'un suicide collectif. Voilà. Donc après, la prise de conscience est là, il y a des choses qui sont solides, il y a un tissu associatif en France qui est très puissant, il y a les élus locaux. Hein, parce qu'on dit souvent la démocratie française est en crise parce qu'il y a l'abstention, il y a 600 000 élus locaux en France. Nous sommes les champions du monde du nombre d'élus locaux. Donc
certes, les citoyens s'abstiennent, mais quand il s'agit de s'engager dans la vie politique locale, ils y vont. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est particulièrement redoutable de s'engager dans la vie politique locale. Donc il y a des signes qui permettent de voir aussi que les choses vont bien et tiennent grâce aux élus locaux, mais qu'il faut soutenir. Mais c'est vrai que ce vote national, dans une campagne qui a été totalement délirante, de tous les camps, voilà, là pour le coup, fait que cette vie commune est effectivement... il y a quelques signes d'inquiétude. Je partage votre diagnostic. Je termine juste avec un truc plus positif. Autre élément positif de notre pays, la bouffe. Voilà. Nous sommes les champions du monde du temps passé à table. 2h13 par jour. Si on passe autant de temps, c'est qu'on ne mange pas tout seul. Donc, c'est un lieu de convivialité. D'ailleurs, le mot convivialité vient de convive et du fait qu'on passe du temps à manger ensemble. Et donc là aussi, tant que la bouffe tient, il y a de l'espoir. Merci à vous. Merci beaucoup. On a un petit peu, assez parlé de la vieillesse et de la sénescence. Et ça m'a fait penser qu'au mois de novembre, à Yssingeaux, nous organisons toute une semaine entière sur la mort. Au moment de la... C'est pas très réjouissant, mais il faut bien en parler. C'est justement parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup qu'on fait cette animation. Toute une semaine où seront organisées à la fois une exposition d'un photographe qui s'est permis de photographier des funérailles, qui bien sûr a l'accord de la famille pour publier ses photos. Il y aura la diffusion d'un film au cinéma d'Yssingeaux et au Flot, aux conversations du Flot, un thème sur la mort et une soirée avec un chanteur dont j'ai oublié le nom, qui chante des chansons de Brassens et qui seront choisies sur le thème de la mort. Voilà. Donc, pardon ? Non, pas du tout. Non. Voilà, donc informez-vous autour de vous pour toute cette semaine. Merci. Merci beaucoup. Vous avez consigné tout ça dans un bouquin ou quelque chose ? Oui, le dernier livre s'appelle « Voulons-nous encore vivre ensemble ?» justement. Voilà. Dans toutes les bonnes librairies. Ceux qui ont envie de poursuivre les échanges en toute convivialité peuvent rester, peut-être venir un peu plus au soleil ou même peut-être se mettre carrément de l'autre côté, là-bas c'est en plein soleil et on aura plaisir à vous offrir un verre. Merci beaucoup. Ouais, carrément.